Et j'appelle mon ancien interne qui a bien tourné, mais il n'a pas fait de chirurgie. C'est dommage. Michael, docteur Aubignas, sur l'intérêt du laser en pathologie du mouvement. Bonjour à tous. Je remercie le président Jardet et le professeur Lefranc pour m'avoir invité à parler dans votre belle institution. Je suis désolé, je suis ni neurochirurgien ni chirurgien. Je suis que neurologue, mais j'espère que je vais vous faire une présentation intéressante sur la prise en charge en neurochirurgie fonctionnelle de tous ces mouvements anormaux. Alors, je vais me concentrer principalement sur le tremblement parce que finalement, c'est ce qu'on voit le plus, c'est ce qu'on prend le plus en charge. Mais je dirais également deux mots de la maladie de Parkinson et de la pathologie dystonique. Donc, le tremblement, hein, on utilise toujours la même définition de Dejerine. C'est un mouvement involontaire rythmique d'une ou plusieurs parties du corps autour de leur position d'équilibre. Et la définition pour nous sur le plan diagnostique, elle a une importance parce que ça veut dire que tout ce qui est non rythmique et pas oscillatoire sera pas un tremblement, mais un autre mouvement anormal, même si bien sûr il y a des exceptions à cette règle. Le tremblement, hein, il y a plusieurs diagnostics. Tout ça, c'est résumé dans un consensus, hein. Le dernier a été révisé en 2018. Et en gros, on catégorise le tremblement en fonction de est-ce qu'il est de repos, est-ce qu'il est postural, est-ce qu'il est cinétique, est-ce qu'il a plusieurs composantes. Et on s'intéresse aussi à sa fréquence. Et tout ça, ça nous permet d'évoquer des grands cadres diagnostiques, hein, avec bien sûr le tremblement essentiel qui est le tremblement le plus fréquent, hein, environ 300 000 patients en France. Le tremblement parkinsonien, en gros, c'est 175 000 maladies de Parkinson en France, mais il y en a quand même deux tiers qui ne tremblent pas. Et puis après, des tremblements un peu plus rares, hein, d'origine neuropathique, dystonique ou de Holmes. Et finalement, le tremblement, à quoi c'est dû? Et ben, aujourd'hui, on ne sait pas encore vraiment, hein. L'hypothèse actuelle, c'est l'hypothèse du variateur de lumière. On suppose qu'il y a une dérégulation de certains circuits des ganglions de la base, hein, entre le thalamus, le pallidum, le putamen et le noyau sous-thalamique. On pense qu'il y a des dérégulations de ces circuits qui, en quelque sorte, activent le tremblement. C'est un peu comme un bouton on-off. Et à côté de ça, il y a des circuits cérébello-thalamo-cortical qui font des boucles et qui, elles, interviendraient un petit peu comme un variateur et géreraient un petit peu l'intensité de ce tremblement. Donc, d'un côté, vous avez quelque chose qui active le tremblement et de l'autre, des circuits qui vont un peu gérer son intensité et sa force. Et finalement, ce qu'on sait faire aujourd'hui, en fait, c'est couper le variateur, hein, essayer de le diminuer au maximum. Donc, on ne sait pas éteindre la lumière, on ne sait pas éteindre complètement le tremblement, mais on est capable, avec des chirurgies lésionnelles, de diminuer un petit peu sa fréquence. Euh, Ce qu'on utilise le plus, hein, finalement, c'est la cible, c'est le noyau ventral intermédiaire du thalamus. Et finalement, c'est des chirurgies qui sont très, très anciennes, hein. Ça remonte aux années 40, 50. Les premiers, c'était Spiegel et Vicis qu'on montrait ça chez des patients Huntington. Après, il y a eu tout un tas d'explorations chez l'homme et chez l'animal, hein. C'était cette fameuse époque où, en gros, on faisait un peu des lésions cérébrales en neurochirurgie dans un peu toute et n'importe quelle partie du cerveau, hein, sans forcément de CPP, de comité d'éthique. Donc, clairement, tout ça, ça serait probablement plus possible aujourd'hui. Mais ça a quand même permis d'avoir tout un tas de connaissances sur la neurochirurgie fonctionnelle, des pathologies du mouvement, mais également sur la neurochirurgie des épilepsies. Et finalement, il y a beaucoup de nos techniques et de nos connaissances aujourd'hui qui reposent finalement sur ces expériences et sur ces résultats qui datent des années 50, 60, 70. Il faut savoir qu'en fait, ça a été très développé, hein. Il y a eu des leaders d'opinion aux États-Unis, en France, hein, il y a eu Guyot et Talleyrand, et finalement, on utilise encore leur méthode de ciblage aujourd'hui, qu'à 60 ans plus tard. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que ces lésions, finalement, elles marchaient très, très bien. On n'avait pas grand-chose d'autre à l'époque et on estime qu'entre 50 et 70, il y a quand même eu plus de 37 000 procédures lésionnelles qui ont été réalisées dans le monde. Ce qui est quand même énorme si on remet un petit peu ça en perspective, hein, à l'époque où il y avait
la plupart du temps, pas de scanner, encore moins d'IRM, ou la stéréotaxie, il n'y avait pas de robot, ça se faisait comme ça avec les cadres ou juste avec des anciennes techniques de ventriculographie. Donc, c'était quand même quelque chose de très, très bien développé. Mais forcément, ça avait une grosse morbidité parce que du coup, on n'était pas vraiment capable de bien positionner la lésion. On n'avait pas la précision qu'on a aujourd'hui. Et surtout, pour créer la lésion, on utilisait soit des radiofréquences, soit quelque chose de chimique. En fait, on injectait des solvants, de l'alcool, tout un tas de choses, ce qui fait que finalement, la position de la lésion et surtout sa taille, elle n'était pas vraiment contrôlable. Et bien sûr, on se retrouvait avec des effets indésirables plus ou moins importants et une morbidité plus ou moins importante en fonction de l'endroit où on avait fait cette lésion. Ce qui fait que finalement, avec le temps, ben, en 1987, la stimulation cérébrale, Grenoble, et puis peu à peu, ça a explosé et de moins en moins de procédures lésionnelles ont été pratiquées parce que effets secondaires et puis surtout toute cette attractivité à côté de la stimulation cérébrale profonde. Ce qui fait que finalement, en fait, il y a un papier là récent qui est sorti d'un Movement Disorder Clinical Practice qui dit que ces chirurgies lésionnelles, finalement, elles ont été oubliées et que toute une génération de neurochirurgiens, finalement, dans le monde, n'a même pas été formée à ces procédures. Et finalement, aujourd'hui, à travers différentes techniques, on est en train de les redécouvrir. Et puis finalement, tout commence à changer à partir de 2013, hein. En bas, vous voyez le nombre de publications qui ont dans leur titre thalamotomie. Donc, il y en a toujours eu un petit peu parce qu'il y avait la radiofréquence, après, il y a eu la radiochirurgie. Et finalement, en 2013, il y a l'apparition des ultrasons guidés par IRM. Et là, finalement, depuis, les publications explosent. Il y a eu des essais cliniques, hein, et finalement, cette technique d'ultrason guidée par IRM, c'est elle qui remet les procédures lésionnelles sur le devant de la scène. Ça a été approuvé par la FDA dans le Parkinson, dans la maladie d'Alzheimer, dans le tremblement essentiel, dans le Parkinson. Ils ont aussi fait des palidotomies. Maintenant, c'est aussi approuvé par la FDA. Et puis, depuis l'an dernier, la FDA a aussi approuvé des lésions thalamiques bilatérales avec les ultrasons, hein. Vous savez que pendant plusieurs années, il y a eu un dogme dans la neurologie, la neurochirurgie qui disait surtout pas de lésions bilatérales parce que trouble de l'équilibre, trouble de la mémoire, trop d'effets indésirables. Et finalement, peut-être qu'avec toutes ces nouvelles lésions beaucoup plus précises, toutes ces nouvelles technologies, on va peut-être revenir à ces procédures lésionnelles bilatérales qu'on avait finalement abandonnées. Donc, si on fait très simple, aujourd'hui, un tremblement, peu importe son étiologie, la prise en charge, c'est toujours la même. C'est les médicaments en première intention. Quand ça ne fonctionne pas, on peut faire un petit peu de toxine botulique, hein, de Botox dans les membres, dans la tête. Il y a un papier d'ailleurs dans le New England qui est sorti il y a quelques semaines sur l'utilisation du Botox dans le tremblement du chef, hein. C'était une étude française. Et puis finalement, quand ça devient pharmacorésistant, première indication, c'est la stimulation cérébrale profonde avec plusieurs cibles dans le Parkinson, mais finalement pour le tremblement, principalement le thalamus. Donc ça marche très très bien, hein. La question, c'est pas de la remettre en cause. La stimulation, ça a fait ses preuves. Le problème, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de patients qui échappent, hein. Il y a des gens qui vont être contre-indiqués pour une ou une autre raison. Et puis surtout, il y a de plus en plus de gens, hein. Les gens sont de plus en plus demandeurs, de plus en plus exigeants. Et en fait, on voit en consultation des patients qui finalement refusent l'implantation des électrodes, du pacemaker. Et donc, finalement, il va falloir être capable de leur proposer autre chose. Et autre chose, finalement, bah, c'est les neurochirurgies lésionnelles, hein, c'est les thalamotomies. Donc, soit la radiochirurgie, soit la radiofréquence. Plus récemment, les ultrasons guidés par IRM, mais pour l'instant, finalement, uniquement disponibles à la Pitié-Salpêtrière en France, hein, donc ça reste peu accessible. Et puis récemment est apparue la LIT. Pour l'instant, on est les seuls à le faire en France, mais probablement que c'est amené à se développer dans les années à venir. La LIT, je ne reviens pas dessus, hein. Il y a eu plein d'études sur prise en charge de tumeurs, prise en charge d'épilepsie lésionnelle pharmacorésistante. Et puis finalement, dans le tremblement, il y a une étude qui a été publiée par une équipe américaine en 2018 sur 13 patients en ouvert. Et puis depuis, bizarrement, plus rien.
Et nous, à Amiens, on a commencé en 2019 dans les tremblements à faire des thalamotomies. À l'heure actuelle, on a 37 patients, je crois, principalement des tremblements essentiels, hein, dont les données sont en cours de publication, des cas de maladie de Parkinson avec une forme trémulante prédominante qu'on a déjà publié, et puis des tremblements plus rares comme des tremblements neuropathiques ou des tremblements de Holmes. Et puis, on a également fait un cas de pathologie dystonique un peu rarissime, hein, qui était un déficit en pentathénoate kinase. Finalement, le parcours patient en 2 mots, ça reste un parcours classique. Donc, on fait toujours un bilan. Donc, avant, on le faisait en hôpital de jour. Maintenant, on le fait en consultation de neurologie. Parce que la question, c'est est-ce que le tremblement est pharmacorésistant, hein, parce qu'il est hors de question de quand même proposer des techniques chirurgicales lésionnelles en première intention, alors qu'on n'a même pas essayé les médicaments, même si c'est quand même une demande de plus en plus importante des patients, hein. On a de plus en plus de gens qui viennent nous voir, qui ont essayé un seul traitement ou qui ne veulent pas essayer de traitement et qui viennent spécifiquement pour la chirurgie. Donc, on fait le bilan en consultation, on fait des échelles de tremblement, de qualité de vie, on fait des vidéos du tremblement. Et puis surtout, on fait une évaluation avec un bilan neuropsychologique, hein, pour évaluer la mémoire précisément, parce que vous savez qu'il y a eu un débat pendant très longtemps sur les effets cognitifs de la thalamotomie, notamment sur le langage, sur la mémoire épisodique et sur la mémoire visio-spatiale. Donc, on fait ce bilan. Ensuite, c'est décidé en réunion de consultation pluridisciplinaire mouvements anormaux, est-ce qu'on fait la chirurgie ou pas. Le patient, après, c'est le même parcours que pour la stimulation cérébrale. Il est pris en hôpital de jour pour faire une IRM et un scanner sous anesthésie générale pour pouvoir calibrer le robot, la trajectoire. Et puis ensuite, il revient la semaine d'après ou 15 jours plus tard pour bénéficier de l'intervention. Euh, il y a le jour de l'intervention, il y a une nuit de surveillance en réanimation, et puis après, globalement, on le garde 2 ou 3 jours, mais principalement pour une surveillance et pour pouvoir faire des imageries, alors qu'en fait, ça pourrait se faire peut-être dans l'avenir beaucoup plus rapidement et peut-être même en ambulatoire. Et puis ensuite, on refait un bilan neurologique détaillé à 3 mois et à 12 mois. Et puis maintenant, on continue aussi le suivi, hein, puisqu'on a des patients qui ont 2 ou 3 ans d'évolution désormais. La chirurgie, je ne reviens pas dessus, hein, c'est une chirurgie stéréotaxique classique. On programme la trajectoire avec l'aide du robot pour éviter les vaisseaux et du coup diminuer les risques. La première partie de l'intervention, on met en place une sonde d'enregistrement électrophysiologique pour être sûr qu'on est bien dans le thalamus. Pour éviter les effets indésirables, grâce à cette sonde, on fait une stimulation, ce qui nous permet de modéliser un petit peu le volume qu'on est capable de stimuler sans avoir d'effet indésirable, hein. Donc, on vérifie au bloc qu'il n'y a pas de contracture de la main, de la figure, qui pourrait être en faveur d'une diffusion vers la capsule interne et du coup qui pourrait prédire des effets indésirables. Ce qui nous permet en gros de savoir si pendant l'IRM, on va faire une lésion de 4, de 5 ou de 6 millimètres approximatif. Une fois qu'on est sûr d'être au bon endroit, on met la fibre optique laser et puis ensuite, toujours sous anesthésie générale, le patient est transporté à l'IRM, qui est quand même un moment un petit peu difficile, qui nécessite beaucoup de personnes, beaucoup d'engagement. Et puis, sous contrôle de l'IRM, on fait la lésion thalamique. En gros, l'intervention, classiquement, c'est 2 heures et demie au bloc, 2 heures et demie à l'IRM, hein, si on fait une petite moyenne sur nos différents cas. Donc, pendant l'IRM, on a ces fameuses images, hein, que le professeur Lefranc et mes autres collègues ont déjà montrées avec la prédiction de la taille de la lésion au milieu, la température à gauche et puis les images IRM classiques, ce qui nous permet finalement d'avoir une précision chirurgicale qui a encore jamais été atteinte, je pense, jusque maintenant avec cette technique. À gauche, c'est le genre de lésion qu'on obtient sur une IRM à 6 mois, hein, donc qui est parfaitement circonscrite.
Et puis surtout, maintenant, on est capable de voir un petit peu où est cette lésion par rapport au faisceau dentato-rubro-thalamique, hein, parce que de plus en plus, on est en train de se rendre compte que ce qui est le plus important, finalement, c'est peut-être pas de cibler le thalamus, le VIM, mais c'est de cibler le faisceau dentato-rubro-thalamique, hein, finalement, qui est le variateur de lumière, hein, qui est lui qui sert à faire varier l'intensité du tremblement. Et en gros, les études, que ce soit en stimulation cérébrale profonde, en ultrason focalisé ou même en LIT, montrent que plus on atteint ce faisceau, meilleur est le contrôle du tremblement. Donc ça, c'est nos premiers résultats uniquement sur nos patients tremblements essentiels. On en a fait une dizaine et en gros, on a un contrôle du tremblement qui est supérieur à 83% sur l'échelle qu'on a utilisée à 12 mois. On a une amélioration de la qualité de vie de 74%. Tout ça, ça reste significatif alors que pourtant, on a un tout petit échantillon. On n'a quasiment pas d'effets indésirables, en tout cas pas handicapants. On a des effets indésirables qui sont très fréquents, qui sont sensitifs, proprioceptifs, parfois des troubles de l'équilibre, mais qui finalement régressent tous de manière spontanée, bien souvent en moins d'un mois. Et surtout, ce qu'on est en train de bien étudier et ce qui est important, ce qui n'est pas toujours fait avec les ultrasons focalisés d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas d'atteinte cognitive à 12 mois chez ces patients sur des bilans neuropsychologiques vraiment très bien détaillés. Ce qui laisse peut-être à penser que ça pourrait permettre la réalisation de lésions bilatérales dans l'avenir. Alors là, je suis désolé, la vidéo ne marche pas, mais en gros, c'était un de nos premiers patients qu'on a opéré, un tremblement essentiel qui était quand même très latéralisé d'un côté, patient qui avait essayé tous les traitements, qui était devenu résistant, et surtout un patient qui était routier, donc stimulation cérébrale profonde contre-indiquée, parce que si vous mettez des électrodes et un boîtier chez un routier, il ne retravaillera jamais. Et donc, empêcher quelqu'un de travailler alors qu'à la base, c'est une chirurgie fonctionnelle qui est censée améliorer sa qualité de vie, c'était pas forcément la bonne chose. Donc, il a eu un LIT, il est très content, il tremble plus du côté gauche, il n'y a plus de médicaments et il peut continuer son activité professionnelle. Ça, c'est notre première patiente parkinsonienne, hein, qui avait une forme trémulante prédominante. On a fait une thalamotomie du côté gauche et là, à droite, c'est la vidéo à 12 mois. Elle tremble plus et c'est parfait. Elle est contente. Sa qualité de vie s'est améliorée et surtout, on a réussi à diminuer un petit peu les prises médicamenteuses. Ça, c'est un tremblement particulier, hein, qu'on appelle un tremblement de Holmes. C'était une patiente qui était aide-soin dans le service finalement, qui malheureusement a fait un hématome cérébral au niveau du tronc et qui a développé un équivalent de syndrome de Bénédicte, hein, avec une hémiparésie d'un côté et puis un tremblement de Holmes qui est un tremblement très invalidant de l'autre côté. Bien sûr, ce genre de tremblement, bien souvent, ça répond à aucun traitement. La stimulation cérébrale profonde n'a pas de très bons résultats. Et finalement, ça donne un handicap majeur puisque cette dame, elle arrive même plus à boire, à manger toute seule. Donc, on l'a traité et ça, c'est la vidéo après. Donc, bien sûr, il reste des petites choses, hein, surtout ce tremblement cinétique qui a du mal à disparaître. Mais là, elle arrive de nouveau à prendre un verre, à manger, à boire toute seule. Donc, on n'a pas fait de miracle, mais clairement, on a quand même amélioré un petit peu sa qualité de vie. Et puis surtout, dans ce genre de tremblement, ce qui est difficile, c'est de rééduquer les patients parce que rééduquer quelqu'un qui tremble en permanence, c'est difficile. Alors que si vous diminuez son tremblement, probablement que vous améliorerez la prise en charge rééducative, hein, et c'est pour ça que dans ces prises en charge, on est beaucoup en train de travailler avec les ergothérapeutes et les kinés à côté pour voir comment on peut améliorer les choses et pas seulement se contenter de la chirurgie. Donc ça, c'est juste un petit panorama des techniques lésionnelles dans le tremblement actuellement, hein. Donc il y a la radiochirurgie, c'est facilement disponible, ça n'a pas d'anesthésie. L'inconvénient, c'est que ça reste de la radiothérapie. Du coup, vous avez quand même du mal à bien la cibler. Vous avez des patients qui sont hyporépondeurs, d'autres hyper-répondeurs. Donc votre taille de lésion, elle va varier du tout au rien. Et du coup, potentiellement effet indésirable. L'effet, il est retardé. Les patients, ils doivent attendre 3 à 6 mois après le traitement pour que le tremblement diminue. Vous avez les ultrasons focalisés par IRM. Alors, c'est la grande technique à la mode parce que il y a beaucoup d'argent, le labo, il finance beaucoup. Il y a des grandes équipes qui se sont mis dessus.
finalement, en France, ça reste peu accessible. Et puis surtout, ils sont gênés par l'épaisseur osseuse du crâne pour les ultrasons, ce qui fait qu'il y a quand même un certain nombre de patients qui n'arrivent pas à traiter. Et en fonction des études, ça fait quand même 15-20% de patients qui ne sont pas accessibles à la technique juste pour ça. Et puis surtout, c'est quand même une technique où le patient est éveillé. Et quand même, il y a quand même beaucoup de stress, d'angoisse, de douleur pendant ces procédures. Donc, il n'y a pas le confort de l'anesthésie. Et puis enfin, la technique LIT, qui certes reste une neurochirurgie classique, ça nécessite une anesthésie, mais finalement, ça n'a jamais été le facteur limitant pour nous. C'est même, je pense, un avantage pour le confort du patient et de l'équipe médicale. L'inconvénient, c'est que ça nécessite un plateau très, très lourd. C'est toute une équipe d'anesthésistes réanimateurs, de neurologues, de neurochirurgiens, de radiologues. Ça monopolise une IRM et puis le coût des sondes qui est actuellement pas encore remboursé. Et puis enfin, dans l'avenir, ce qu'il va falloir, c'est affiner un peu la sélection des patients parce que justement, c'est là que le neurologue est un petit peu utile. C'est comme pour la stimulation cérébrale profonde. Ça fonctionne très, très bien, mais quand vous avez bien sélectionné les patients, si vous faites ça sur des patients pas bien sélectionnés, vous allez avoir des mauvais résultats. Et la question, c'est quel traitement pour quel patient, à quel moment dans sa pathologie. Va y avoir toute la question des autres lésions, finalement. Est-ce qu'on peut faire des palidotomies, des subthalamotomies? Et puis, il y aura aussi la question des lésions bilatérales et finalement la place de cette technique par rapport à la stimulation cérébrale profonde, même si elle n'est pas concurrente, est-ce qu'elle ne peut pas être faite avant ou est-ce qu'elle ne peut pas être associée? Il y a tout un tas de discussions à avoir. Et finalement, tout ça pour vous dire qu'en fait, on n'invente rien, on fait que reprendre une chirurgie lésionnelle qui marchait il y a 70-80 ans et on adapte de nouvelles technologies, l'IRM, la robotique et la thermométrie IRM en temps réel. Je vous remercie. Merci beaucoup, Michael. Le coût des fibres, c'est combien? Micro. Professeur Richard, micro. Le coût des fibres. Vous avez privé de micro? Le coût des fibres, je ne sais pas actuellement là, mais c'était 15-20 000 euros il n'y a pas si longtemps que ça. La fibre et l'accompagnement, c'était 20 000 euros. Après, pour l'instant, il y a la société, elle est en discussion avec. Donc, on a été. L'HAS a reconnu le service rendu. Et donc là, il y a une discussion sur la tarification. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Mais avant toutes ces discussions, on était à 20 000 euros la fibre et l'accompagnement, puisque là, il y avait un service qui était d'accompagnement technique qui était donné en même temps. Oui, parce que nous, on a reçu il y a 8 jours la demande pour l'inscription éventuelle à la nomenclature. Donc, c'est le système et commence à être en route. Professeur Cornu. Oui, merci beaucoup pour votre présentation très didactique. Sur les lésions bilatérales, je serais un peu plus prudent parce que finalement, elles ont mauvaise presse en général dans la chirurgie fonctionnelle, comme vous l'avez dit. On espère évidemment qu'avec faveur des techniques nouvelles, ce ne serait pas le cas. Et je pense que plus par rapport à la technique, c'est la bilatéralité en fait qui risque de poser problème. Et enfin, je sais pas. Enfin, voilà, c'est quelque chose vraiment à bien étudier avant de voir si elles peuvent être réalisées sans éléments secondaires désagréables pour les patients. Merci encore, en tout cas, pour la clarté de votre exposé et la beauté de votre présentation. Professeur Richard. J'ai une information. On a maintenant des systèmes d'inscription temporaire, enfin, provisoire à la nomenclature, parce que justement, ça peut permettre pour les indications de sous-techniques différentes de dire on démarre sur une technique donnée dont on a ou une indication donnée, bien que théoriquement, les indications n'ont pas rentré en ligne de compte dans la CCM, mais on s'aperçoit de plus en plus que ça peut pas tenir très longtemps, ça. Et donc, ça peut permettre de dire, dans telles indications, un traitement unilatéral, c'est acquis. On fait ça pendant 3 ans. Simplement, maintenant, au niveau du HN, pour ce genre de technique, on va demander systématiquement des registres avec une règle du jeu simple, c'est-à-dire que si les registres sont remplis et pendant que le registre est rempli, le remboursement est fait,
Mais si on s'aperçoit que certaines personnes ne remplissent pas le registre ou que le registre n'est pas rempli, le remboursement est supprimé aussitôt. Donc, c'est un facteur assez stimulant pour les professionnels pour remplir correctement les registres et que d'autre part, par le biais de la FSM, on peut monter des registres pour des prix qui n'ont rien à voir avec les coûts des CRO privés qui sont tout à fait excessifs. C'était effectivement un excellent argument. Je pense que vous êtes d'accord. Oui, oui. Tout à fait. Gagnant, gagnant. Merci, Michael.